Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Lebeau et aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer le lancement de la Bourse des métiers orphelins de notre association The Craft Project. Grâce à notre expertise et à notre communauté de professionnels des métiers d'art, nous identifions des métiers en voie de disparition faute de transmission. Nous mettons en place un accompagnement financier afin de permettre à un ou une élève motivée d'apprendre le savoir-faire pendant 1 à 3 ans en fonction du métier et du niveau de l'élève. Chaque bourse est parrainée par un professionnel reconnu dans le savoir-faire concerné. La première bourse est attribuée à Guillaume Cataille, diplômé en reliure à l'école Estienne. La Bourse des métiers orphelins lui permet de financer sa formation auprès de Jean-Luc Bongrain, dernier doreur sur tranche français à la retraite depuis 2018. Le métier de doreur sur tranche est prisé des relieurs d'art et des bibliophiles pour la restauration et la création d'ouvrages exceptionnels. Louise Bescon, relieuse d'art internationalement reconnue et membre du conseil stratégique du Craft Project, a identifié ce métier orphelin ainsi que son marché. Elle sera la marraine de cette édition et accompagnera l'avancement de la transmission. Cette bourse est rendue possible grâce à vos dons et à vos adhésions sur le site thecraftproject.fr, mais aussi grâce au mécénat de la Fondation Rémy Cointreau, que nous remercions chaleureusement. Place maintenant au témoignage de Guillaume Cataille et Jean-Luc Bongrain. Bonjour Jean-Luc Bongrain. Bonjour Raphaël. Comment êtes-vous devenu, Jean-Luc, doreur sur tranche ? Un peu par hasard. Suis au départ souffleur de verre. J'ai appris le métier à Dorian, lycée professionnel à Paris. Et puis j'ai commencé à travailler rue des Rosiers, quelques temps dans un atelier de soufflage. Puis je suis parti rejoindre... Ah non, mais ça m'intéresse trop. J'avais dit qu'on irait vite à votre métier de doreur sur tranche, mais là maintenant j'ai envie de savoir comment vous êtes devenu souffleur de verre. Encore une fois par hasard, là c'est à la fin de la 3e au lycée. J'avais un prof d'allemand qui avait un fils qui était à Dorian, donc qui m'a proposé ce métier. Comme j'avais dit que j'étais plutôt manuel, et j'avais été donc voir les profs de soufflage de verre à Dorian et ça m'avait beaucoup plu et je me suis inscrit en seconde à Dorian. Donc C'est quoi cette école Dorian ? Je la connais pas, elle existe encore ? Oui, bien sûr. Philippe Auguste, elle est connue. Ils font toutes sortes de métiers manuels, mécaniciens, soufflage de verre, qui à l'époque était très très peu connu puisque on était à 4-5 par classe. Hein. Ah oui. Il y avait 2, 3, 4 élèves maximum qui sortaient par promotion. Mais c'est pas rien de choisir le soufflage de verre comme formation. Pourquoi ça ? L'avoir vu travailler avec des chalumeaux, etc. Ah oui, là c'était le soufflage de verre pour les... Comment dire, pour l'industrie. L'industrie pharmaceutique, mais enfin, oui. Tous les appareils de laboratoire. Hein. D'accord. Donc il y a des appareils assez complexes, c'est vraiment sympa. Tout ce qui peut pas se faire en machine, justement, se faisait là aussi à la main, sur un chalumeau, à partir de tubes de verre creux ou pleins, et on peut faire énormément de choses. Le verre, c'est un matériau extraordinaire. Donc rue des Rosiers, il y avait un atelier de soufflage de verre. Voilà. À l'époque, je parle de ça... Mais oui, mais racontez-nous, on aime bien. Dans les années 70, j'ai commencé rue des Rosiers, dans un immeuble tout presque délabré, oui, d'habitation. Il y avait au premier un atelier qui serait maintenant interdit, bien sûr. Parce que... Au premier, il y avait un atelier avec un four, avec... Non, là, on ne partait pas du four. Hein. Nous, c'était à partir de tubes de verre de différents diamètres, creux ou pleins.
sur lequel on travaillait à Chalumeau. Voilà. Oui, enfin bon, quand même, vous travailliez au Chalumeau dans un immeuble d'habitation au premier étage et c'était ça l'atelier. Oui, c'était... C'est plus trop d'actualité, effectivement. Non, c'est sûr. Il y avait 3 ouvriers et on fabriquait donc des pièces. Et puis bon, je ne m'entendais pas trop avec le patron, j'étais jeune, donc je suis parti de cette boîte pour trouver autre chose. Et puis, du coup, je me suis retrouvé à Choisy-le-Roi. Il y avait à l'époque une verrerie, cristallerie. Donc je suis entré dans cette usine. J'ai travaillé jusqu'à ce qu'elle s'arrête fin 78. L'usine a fermé. Voilà, tout à fait. Et donc je me suis retrouvé là. Sans boulot. Sans travail. Et j'avais une vingtaine d'années, donc je traînais un petit peu. Enfin, traînais. Disons que je ne faisais pas grand-chose. Et ma grand-mère, qui avait travaillé dans la maison Coq d'Horreur-sur-Tranche, m'avait proposé de... Elle était artisane elle-même ou elle faisait quoi dans la maison? Elle faisait différentes phases dans la dorure, donc elle faisait des parties d'encartage, de remplissage et livres pour... Donc ça vient d'elle, et en plus on est dans sa maison là, c'est ça hein? Oui. Votre atelier, il est dans l'ancienne maison de votre donc grand-mère. elle a travaillé à la maison Coq une quinzaine d'années. Ouais. Et quand elle m'a proposé donc d'y aller pour un temps déterminé, parce qu'elle me dit, ça m'étonnerait qu'ils prennent tout de suite, mais bon, comme c'était la fin de l'année, elle m'a dit, bon, c'est une période où il y a beaucoup de travail. C'était pour vous occuper. Voilà. Je lui ai demandé, elle était déjà à la retraite, mais elle était restée en relation avec lui. Et elle allait lui donner de temps en temps un coup de main. Donc elle l'a appelé, et puis oui, il peut venir, bon. Donc je suis resté un peu plus d'un mois, parce que, bon, on l'avait prévenu, au début de l'année, il y avait toujours une période de creux, donc il ne pouvait pas me garder indéfiniment, donc, enfin, me prendre en CDI. Donc bon, j'y suis allé un mois et demi, et puis tout s'était bien passé, voilà. Et ça vous a plu ce métier? Vous vous êtes dit c'est-à-dire que là, nous à l'époque, toujours maintenant, il y avait une partie industrielle, une partie artisanale. Et là, c'était plutôt quoi? Là, industrielle, bien sûr. Ah oui. Oui, pour commencer, bon, c'était donc... la mise en presse de livres ou le ponçage, etc. Bon, oui, je n'allais pas me mettre... C'était plus un travail ouvrier qu'artisan. Voilà. Mais bon, ça restait quand même à la machine, c'est plus ou moins artisanal aussi. Tout est fait à la main, le ponçage est fait à la main, etc. C'est que des petites machines à dorer qui sont tout à fait artisanales aussi. Par contre, oui, à l'époque, il n'y avait qu'une seule personne qui faisait le travail à temps plein, l'artisanal, de toute manière. Le travail, on parle du travail d'Horreur-sur-Tranche. Oui. Alors là, peut-être qu'on va juste faire une petite pause pour expliquer ce que ça veut dire d'Horreur-sur-Tranche. C'est quoi ce métier? En fait, c'est tout simplement pour habiller les tranches des livres, donc les 3 côtés, ou éventuellement uniquement la tête, la partie haute du livre, ou les 3 côtés, la gouttière, la partie creuse et la queue, de feuilles d'or, pour à la fois protéger le livre de la lumière, de la poussière, du temps, ça le protège bien, et côté esthétique, bien sûr, de la chose. Et en fait, avant, tous les livres étaient dorés sur tranche. Oui, quasiment, oui, bien sûr, à partir du XVIe siècle, on a doré les tranches, bien sûr. Donc il y avait beaucoup de doreurs sur tranche. Oui. Après, ça commence à décliner très fortement au XXe siècle. Parce qu'on a su faire ça de façon industrielle, c'est pour ça que ça a décliné? Non, parce que les machines d'horreur sur tranche sont apparues assez tard, dans les années 50. Alors ça, effectivement, ça a diminué le travail de dorure artisanale. Mais donc aujourd'hui, il y a des machines qui savent faire ça? Oui, mais pas, disons... Pas comme vous le faites, j'imagine. Oui, il y a certaines choses, comme les gouttières qui sont des parties creuses, sont faites uniquement à la main. Parce qu'à la machine, on ne peut pas... La machine, elle ne peut que traiter les parties parfaitement planes. Voilà, tout à fait. D'accord, donc forcément, ça limite. Il y a ça, et puis bon, la machine, c'est un film doré, c'est pas de l'or. C'est pas de l'or véritable. En plus de ça, au niveau du temps, la dorure s'envoie beaucoup plus facilement. Une dorure faite à la main peut tenir des siècles, alors que celle à la machine, si vous feuilletez un petit peu souvent, au bout de 10 ans, il n'y a plus rien. Donc quand même, le marché s'y est laissé prendre et a plutôt choisi cette dorure machine qui devait être évidemment moins chère, et petit à petit, le métier a disparu. C'est ça qu'on peut dire? Entre autres, oui, bien sûr. Le fait qu'aussi, c'est sûr que dans les années 50-60, les entreprises cherchaient, entre autres, à faire, comme maintenant, de plus en plus de profits. Donc, pour faire des grosses séries, il fallait forcément passer par une manière un peu plus industrielle. Et on s'est mis à faire des agendas, bien sûr, mais il y avait aussi toutes les séries de livres genre Encyclopédie Universalis, ou les séries sur les livres de médecine, de droit, enfin il y avait tout un tas de choses qui étaient sorties à plusieurs milliers d'exemplaires, donc c'est sûr qu'à la main, ça n'aurait pas été... Oui, ça n'aurait pas été possible. Non. Donc en tout cas, on est dans les années 70, c'est ça, quand vous entrez dans cette maison de dorure sur tranche, qui est plutôt une maison industrielle,
Vous rentrez dans ce métier-là par le côté industriel. Et qui vous a appris et comment vous êtes arrivé jusqu'à l'artisanat d'art de la dorure sur tranche? Tout simplement aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y avait toujours une période de creux qui durait plus ou moins longtemps, bien sûr. Mais à cette époque-là, de février, mars, tout ça, mars, avril, c'était des périodes assez creuses. Donc, il n'y avait pas trop de travail, effectivement, de dorure sur les agendas ou autres, sur les grosses séries. Donc, il restait des livres à l'unité. Pour s'occuper, on faisait ça. Voilà, donc j'avais demandé au patron si je pouvais aller voir comment ça se passait d'un peu plus près. Il m'a dit OK, et puis petit à petit, j'ai fait les différentes phases. Il y avait encore des artisans, du coup, qui pratiquaient. Il y a des gens qui vous ont appris? Oui, comme je disais, il y a une personne. Comment elle s'appelait, cette personne? René, il s'appelait. René, OK. René Mercier. René Mercier, ouais. Malheureusement, il est mort depuis un certain temps maintenant. Et lui, il avait commencé, comme à l'époque souvent, avec 13-14 ans. C'est un métier qui s'est toujours appris. Il n'y a jamais eu d'école de dorure. Hein. Ah bon? Tout le monde a appris dans l'entreprise. À l'atelier. Voilà, à l'atelier. Lui, il a commencé tout jeune. Il a fait toute sa carrière là. Un de ses fils est rentré aussi dans la boîte. Et puis, moi, je suis rentré par l'intermédiaire de ma grand-mère. Mais voilà, chacun rentrait par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaissait la maison. Et ça devenait un destin. Oui, quelque part. Oui, donc après, moi j'ai eu la chance à l'époque, on pouvait apprendre un métier tranquillement, si je puis dire, sur plusieurs années. Maintenant, il vous faut qu'en 6 mois, vous sachiez faire votre travail. Oui, ça c'est j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. À cette période-là, je continuais à faire le travail industriel, mais dès qu'il y avait un moment de libre, j'allais petit à petit apprendre le métier avec René, et au bout de 12-13 ans, Vous êtes devenu autonome. Voilà, tout à fait. Et puis, quand lui est parti à la retraite, je l'ai vraiment remplacé. Et c'est vous qui l'avez remplacé. C'était un bon prof, René? Oui, il était content, comme ça lui faisait moins de travail. Non, sinon, bien sûr, oui. Pas très démonstratif, mais bon. Ouais. Après, il y avait aussi le patron qui faisait certaines phases certains encartages. Il y avait lui qui le faisait, en fait. Certains travails de dorure, il n'y avait que le patron qui le faisait. Ah oui, le patron lui-même mettait la main à la pâte. Oui. Était un bon artisan. Lui, c'est lui qui en faisait le plus, de toute façon. Ah oui. Lui, il était là le matin à 7h, et à 10h du soir, il était encore là, c'est sûr. Pareil le samedi, dimanche. Ouais, un bon artisan d'art comme on connaît. Il est resté jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire grand-chose. Donc ça, c'était la Maison Coq. Voilà, tout à fait. Qui était une maison, j'imagine, réputée pour oui, bien sûr, qui existait déjà de père en tranche. fils. Lui, c'est son grand-père qui l'avait créé, 1880, quelque chose comme ça. J'ai un peu peur de la réponse, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette maison, la Maison Coq? Et j'en suis le seul rescapé, en fait, quelque part. Ah oui. Non, et puis il n'y a plus... Il n'y a plus rien, elle s'est éteinte. Lui, il avait un fils, mais qui a fait tout à fait autre chose, il est kiné. Et puis voilà, après... Il n'y a personne qui a repris. Après, quand il a fallu qu'il s'en aille, M. Coq a revendu... La Maison Coq, elle s'est éteinte. Oui, il a revendu un fabricant de carton, oui. Hermé. La maison Hermé, qui est fabricant de carton, essentiellement pour les relieurs, justement. Ils sont installés dans le Loiret, à Malesherbes. Donc, je suis parti à Malesherbes quelque temps. Après la période Malesherbes, qui pour ma part a duré à peu près 2 ans, je suis revenu sur la région parisienne, puisqu'entre-temps, la maison Hermé a racheté un deuxième doreur qui était sur Bonneuil. Et donc, moi, j'ai demandé à venir, évidemment... Chez le doreur, puisque c'était là votre place. Voilà, et puis c'était beaucoup plus près d'ici, parce que je faisais le trajet d'ici au Loiret tous les jours, donc... Ouais, ça faisait loin. Donc, je suis revenu ici. Ça a duré quelques années aussi. Et puis, il y avait un troisième doreur sur tranche en France, industriel, parce qu'en artisanal, on n'était quand même que les seuls déjà à l'époque. Hein. Ah oui. Et le fameux Hermé a racheté la troisième entreprise, qui se trouvait à Saint-Maur. Et une fois de plus, on a déménagé à Saint-Maur, tout simplement parce qu'il ne voulait pas regarder Bonneuil, Saint-Maur, enfin bref. Ouais, trop de locaux, donc tout le monde va à Saint-Maur. Voilà. Ça a commencé à péricliter. Donc, on a été racheté une autre fois par les établissements Dréger, par contre. D'accord. Imprimeurs Dréger. Qui sont des gros acteurs du marché, c'est ça? Voilà. D'accord. Pourquoi ils nous ont rachetés? Parce que nous, à l'époque, on dorait les agendas Hermès. Oui. C'est eux qui fabriquent les agendas Hermès. D'accord. Vous étiez un sous-traitant et ils ont racheté leur Donc c'est pour ça qu'ils nous ont rachetés. Ouais. Et là, du coup, comme eux, ils avaient des locaux à Arcueil, on a déménagé à Arcueil. D'accord. Et vous disiez que vous étiez déjà un des derniers doreurs sur tranche artisanale. Oui. Pourquoi il n'y a pas d'autres doreurs sur tranche artisanale? Pourquoi ça disparaît complètement? C'est qu'il n'y a plus d'intérêt pour ce métier? Parce que la demande est dans diminution depuis depuis j'y suis, même depuis les années 70-80, ça commençait déjà à diminuer. Enfin, ça a toujours continué à diminuer jusqu'à maintenant. Vous êtes le dernier doreur sur tranche aujourd'hui?
Vous n'avez pas Officiellement, de collègues? oui, non, oui. Officiellement, oui. Donc ça veut dire que si vous ne transmettez pas, on ne peut plus dorer à la feuille d'or véritable la tranche d'un livre précieux, d'un livre ancien. Disons qu'il y a quelques personnes qui essayent de leur coin de faire un peu de dorure, mais bon, effectivement, d'une manière régulière et, entre guillemets, de bonne qualité, non, effectivement. Hein, Et vous avez transmis au fur et à mesure de votre carrière? Il y a eu des jeunes qui sont... On avait commencé, même du temps de M. Koch, mais ça n'a jamais abouti, en fait. Les personnes n'ont pas continué, ou M. Koch trouvait que c'était pas assez bien. Enfin bref, donc il y a eu un moment où ça s'est coupé, et finalement, il y a personne... Et effectivement, moi, je me suis toujours retrouvé seul, et il a fallu que je forme quelqu'un rapidement, parce que là, je suis à la retraite maintenant depuis bientôt 4 ans. Oui, donc votre dernier poste, c'était à la maison Bordas. Bordas, on avait fini encore de déménager, on était à Rungis. Et qui est une maison qui fait quoi? Ah bah eux, leur métier Bordas, ils font le dorure sur tranche, uniquement bien sûr la machine, quoi. Donc votre dernier métier, c'était la maison Bordas, qui est une maison de dorure sur tranche machine, dans laquelle vous avez exercé votre métier comme artisan pour faire de la dorure sur tranche manuelle. Et donc oui, quand vous avez dû partir à la retraite, il a fallu vite que vous formiez quelqu'un pour vous remplacer, j'imagine. 6 mois avant de partir, il me dit, il faut que tu formes quelqu'un. Je leur ai dit, ça fait un peu... C'est un peu juste. Un peu juste, bien sûr. Oui, bon, on va se débrouiller. Bon. Du coup, vous avez pu former personne en 6 mois, ça n'existe pas. J'ai formé effectivement quelqu'un, mais quelqu'un qui fait partie de la maison, hein, il ne voulait pas embaucher de jeunes. Hein. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui était à 2 ou 3 ans de la retraite. Ça fait 1 an qu'il est parti à la retraite. Ah, ouais. Donc je l'ai formé comme j'ai pu, il s'est débrouillé. Je lui ai dit, si tu as un problème, tu m'appelles pour lui donner des coups de main quand ça n'allait pas. Mais bon, donc depuis 1 an, de toute façon, il est à la retraite. Donc là, c'est sûr qu'il y a absolument... Là, c'est terminé. Il n'y a absolument plus personne. Il n'y a plus personne qui exerce ce métier. Donc... Ouais. Et vous êtes à la retraite depuis 3 ans? Bientôt 4. Bientôt 4. Alors, on arrive à Guillaume Cateil. Bonjour Guillaume. Bonjour Raphaël. Quel âge avez-vous Guillaume? J'ai 23 ans. Vous êtes diplômé de l'école Estienne, c'est ça? C'est ça, j'ai un DMA en reliure dorure. Comment vous êtes arrivé dans cette histoire-là? Comment vous avez rencontré Jean-Luc? Pourquoi? Enfin, je veux tout savoir là. D'accord, alors quand j'ai eu mon bac, je suis allé à la fac. Et je m'ennuyais un petit peu, alors je me suis dit, tiens, je vais passer mon CAP de reliure dorure, enfin de reliure surtout. C'était une fac de quoi? Vous étiez littéraire? Histoire de l'art. Ouais, d'accord. J'étais littéraire. Je faisais de la reliure déjà, mais plus en amateur. Et du coup, la personne qui m'avait formé m'a dit, mais passe ton CAP, si tu t'ennuies à la fac, voyons, c'est logique. Bon, très bien, je passe mon CAP à Toulouse. Et je rencontre Marie Pintous, qui est une ancienne élève de l'école Estienne, qui était installée comme relieur, à Toulouse aussi. Et donc elle me dit, mais tu sais, oui, il faudrait que tu tentes l'école Estienne, tout ça. Et puis moi, oui, bon, c'est une école à Paris. Vous connaissiez pas plus que ça? Si, j'avais même fait une demande, mais j'avais pas pu être pris parce qu'ils cherchaient des profils qui étaient plutôt issus des MANA, classes de mise en niveau en art. Ça n'existe plus. Et des bacs ST2A, c'est les formations en art appliqué qui sont au niveau bac. D'accord. Et ils cherchaient plutôt ces profils-là, et moi j'arrivais avec un bac littéraire, et puis ça leur plaisait pas, donc ils m'ont dit non, c'est pas possible. Donc j'ai passé mon CAP, je l'ai eu, et je refais une demande pour Estienne, et là je suis pris pour les entretiens, j'arrive aux entretiens à l'école Estienne. Bon, c'est très impressionnant quand on arrive pour la première fois dans les ateliers de reliure et dorure. Et là, je passe un entretien, ça se passe bien, j'ai la réponse quelques mois plus tard, je suis pris, je suis un élève à l'école Estienne. Waouh, c'est super, tout content. Alors je débarque à Paris, ma formation se passe, je travaille dans un atelier dans le 14e en même temps, pour continuer aussi à me former, puisqu'à l'école on avait des heures d'atelier en conséquence, mais pas assez pour être un bon relieur. Vous aviez combien d'heures d'atelier à Estienne ? De mémoire, on doit avoir, je dirais, une 30aine d'heures par semaine. Mais ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup bien. Plus que la plupart des formations en métier d'art. Il y en a un tout petit peu moins avec le DNMAD, mais... Mais c'était pas assez pour vous. Donc vous vouliez travailler en même temps pour pratiquer. Voilà, pour pratiquer surtout, parce que quand on voit quelque chose une fois, on le voit une fois, mais après si on le pratique plus, bah, c'est fini, quoi. On l'a vu, c'est bien, ça s'arrête là. Donc je travaille encore dans le 14e avec une relieur. Une relieuse ? Je préfère dire une relieur parce que la relieuse pour moi c'est plutôt la machine. Une relieur dans le 14e. D'accord. Et donc. Et la dorure sur tranche, à quel moment elle arrive cette Alors elle arrive. Cette technique
Quand j'étais à Montauban, pas diplômé du CAP, je faisais des tests avec des feuilles d'or, mais pas des vraies feuilles d'or. Vous savez, ces feuilles d'or qu'on trouve pour la décoration et l'ameublement, c'est des trucs très épais, enfin c'est limite du papier alu, quoi. Et je faisais des tests, ça marchait pas, donc j'ai abandonné l'idée. Et quand j'étais en DMA, j'ai fait des tests avec du film Adoré et un fer à repasser, quoi. Et ça marchait bien, en fait. J'étais très content de mes dorures sur tranche. C'est complètement pourri, hein, maintenant. Mais ça faisait son petit effet quand ça sortait de la presse. Et j'ai montré ça à Jean-Luc, qui est venu un jour à l'école. Comme intervenant ? Pas comme intervenant, je pense que c'était juste pour préparer une intervention. Non, c'était pour amener des bouquins. Pour amener des bouquins. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, Jean-Luc, à l'école Estienne ? Vous traîniez là de temps en temps ? J'étais venu juste voir leur professeur d'horreur sur cuir. Comment il s'appelle ? Claude Ribal. Ouais. Pour lui rapporter des bouquins qu'il devait faire dorés pour Renaud Vernier. Donc c'est un de vos clients, en fait. Voilà, vous apportiez des bouquins voilà, à vos je clients. ramenais. Et donc, je vois ce monsieur d'horreur sur tranche. Ah bon, j'ai des petits carnets que j'avais dorés. Bon, d'accord, il regarde ça, mais bon, on en reste là, on discute un petit peu, on en reste là. Quelques mois plus tard, on vient faire une visite, du coup, dans l'atelier de Jean-Luc, pour voir, en fait, la dorure sur tranche, parce que, à Estienne, il n'y a pas du tout de formation, on fait plus dorer les bouquins depuis des années, enfin, même des décennies, ça se fait plus à Estienne. Et, on vient voir... un peu comme on va au zoo pour porter, pour voir les... Le dernier des Mohicans. Voilà. Il est là, il est devant nous, le dernier. Et donc, je suis quand même très impressionné de cette technique et je vois que quand même c'est du travail et c'est beau, quoi. Ça brille, c'est joli, ça habille carrément. Donc, ouais, voilà, des paillettes plein les yeux. Et je lui remonte mes petits carnets tout pourris. Là. Doré au fer à repasser ? Ouais, doré au fer à repasser. Vous n'avez pas honte, vous, hein ? Mais non, justement. Bon, voilà, je lui montre. Et puis finalement, pour mon diplôme, je dors moi-même avec ma technique du fer à repasser. Ce qui est très bien, parce que sur mon diplôme, c'est juste une tête, c'est lisse, ça se voit pas que c'est moyen. Enfin, les jurys n'ont pas fait attention au fait que ce soit doré, quoi. C'était... Ouais, c'est bien, il a fait dorer son bouquin, on s'en fout. Et puis, je le montre à Jean-Luc, qui vient voir nos diplômes, et je lui demande, mais vous savez, je prends pas de place, je peux peut-être venir. Qu'est-ce que vous êtes dit, Jean-Luc, à ce moment-là ? Vous vous êtes dit, je vais avoir encore un petit gars dans les pattes, ou vous vous êtes dit merci la vie? Non, je n'étais pas trop folie, enfin pas trop emballé. Non, c'est vrai que je suis un peu ours et puis bon, j'arrivais, j'étais déjà à la retraite, je dis bon, voir avoir un petit peu de tranquillité. Ouais. Mais après, je me suis posé la question de savoir quand même, je me suis dit, t'es un peu responsable de la suite, donc c'est vrai que ça serait bien, surtout si quelqu'un s'y intéresse, de pousser un peu plus loin la chose et d'aller vraiment au fond des choses justement. Et essayer de former quelqu'un, donc effectivement. Mais vous saviez, vous, que ça prendrait pas 3 semaines? Que vous forcément vous engagez dans quelque chose. Voilà. Et donc ça, c'était il y a 2 ans, à peu près. Quasiment, oui, ça passe tellement vite, oui. Et donc Guillaume, vous avez décidé, donc en plus de l'école, en plus du boulot chez la Reliure dans le 14e, de venir ici tous les vendredis après-midi pour apprendre. C'est ça, je viens du coup, comme vous le dites, tous les vendredis après-midi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et on fait de la dorure avec Jean-Luc. Est-ce que Jean-Luc vous fait des petits gâteaux à chaque fois? Parce que là, ce matin, on a eu des petits gâteaux, nous. Alors, pas à chaque fois, mais ça arrive. C'est vrai? Mais pas pour cela. Hein. C'est un gentil ours, quand même. C'est un ours adorable. Alors, en 2 ans, il est prêt? Il en est où? Parce que justement, là, nous, on arrive dans cette histoire, le Craft Project, parce que on a Louise Bescon, qui est une de vos clientes, Jean-Luc, qui est relieuse d'art et qui vous demande de faire dorer les livres exceptionnels qu'elle relie pour ses clients collectionneurs du monde entier. Donc c'est elle qui nous a parlé de vous et qui nous a parlé du fait que votre métier disparaissait, qu'elle en était extrêmement chagrinée déjà pour les métiers d'art en général. Elle est très mobilisée sur la mise en danger de son métier à elle, de reliure traditionnelle. Et puis aussi, très concrètement, c'est-à-dire qu'elle a des clients, il y a un marché, elle a du travail à vous confier, elle était embêtée de plus avoir personne pour le réaliser dans l'avenir. Donc, comme elle fait partie du conseil stratégique, conseil artistique de notre association The Craft Project, c'est grâce à elle qu'on a décidé de mettre en place cette bourse des métiers orphelins. Cette bourse, on l'a mise en place pour vous, pour ce cas très concret, pour continuer à accompagner Guillaume, qui vient ici sur ses propres deniers depuis 2 ans. Vous devez tous les deux avoir de la feuille d'or, avoir de la matière. Guillaume, vous devez vous procurer des outils, vous déplacer, prendre le RER,
venir ici, passer du temps. Et donc, on a demandé déjà, on a nos adhérents qui ont adhéré en donnant de l'argent à l'association. Donc, on a nos fonds propres. Et on a aussi un mécène qui s'appelle la Fondation Rémy Cointreau, qui a été très touché par cette histoire et par cette initiative qu'on a voulu mettre en place et qui nous a donc accompagnés pour mettre en place cette bourse pour que Guillaume, vous receviez 1 000 € par mois pendant toute l'année pour pouvoir continuer à vous former. Voilà, c'est moi qui parle, mais... C'est tout à fait exact. Mais en fait, qu'on vous aide ou qu'on vous aide pas, vous serez allé au bout de ce chemin-là, on vous voit bien. Oui, de toute façon, je suis assez têtu comme garçon, donc quand je m'engage quelque part ou dans quelque chose, j'aime pas m'arrêter en chemin. Cette bourse est quand même magnifique parce qu'effectivement, la feuille d'or, ça coûte super cher. Ça coûte combien, concrètement, un carnet de feuilles d'or ? Ça coûte une 50aine d'euros à peu près, ça dépend aussi. Les fournisseurs, quand on en achète 200, effectivement, on a un prix de gros. Quand on en achète un, ça coûte un peu plus cher. Il y a aussi beaucoup d'outils qui sont plus vraiment fabriqués. On utilise les agates. J'en ai amené une que m'a prêté ma reliure du 14e, qui est une agate qu'elle a achetée comme ça. Elle n'a pas été façonnée vraiment pour la dorure sur tranche. C'est l'outil tel qu'il est vendu, mais en fait, j'ai découvert avec celle de Jean-Luc qu'il y en a qui ont un peu plus de mordant, qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus abrasives. Et en fait, plus elle va être, entre guillemets, abrasive, plus elle va faire briller. Et plus elle va faire briller, plus ça va être joli. Donc, quand on dit une agate, en réalité, c'est les outils que là, moi, j'ai sous les yeux. J'en vois une bonne dizaine. Et c'est des manches en bois. Vous pouvez me les décrire, vous, avec des mots techniques ? L'agate, c'est donc une pierre montée sur un manche en bois. Et on va tenir l'agate au creux de l'épaule, en fait, pour pouvoir frotter. C'est pour ça qu'il est long comme ça, cet outil. Pour pouvoir frotter ensuite l'agate directement sur le livre. C'est ce qui s'appelle brunir, pour faire briller l'or. Voilà, tout à fait, pour faire brunir. Donc, pour faire briller le livre. Voilà. D'accord, pour faire briller la feuille d'or. Il y a effectivement plusieurs formes, plusieurs sortes d'agates plus ou moins douces ou abrasives, comme disait Guillaume. Il y en a en forme arrondie pour faire les formes arrondies de la gouttière. Donc voilà, le problème c'est que pour en trouver maintenant, c'est vrai que c'est très difficile. On trouve quelques modèles, mais pas très intéressants. Ça, en fait, c'est mon héritage que j'ai pris de chez Coq. Mais oui. Et c'est René ? Il y a des agates qui appartenaient à René là-dedans ? Oui, bien sûr. Et là, j'en ai d'autres en dessous. Mais effectivement, mais heureusement que j'ai ça, parce que sinon, c'est vrai que c'est difficile, ou alors il faut essayer de voir dans certaines brocantes spécialisées, dans les vieux métiers, si on peut trouver effectivement de... Parce Vous avez des veilles partout, Guillaume, sur Le Bon Coin, sur... Ah oui, non. On trouve que des trucs déjà hors de prix et qui sont inintéressants. Ah oui. On utilise des presses en bois. Pareil. Presses en bois magnifiques. C'est ce qu'on appelle les presses allemandes, qui sont indispensables pour justement pouvoir mettre les livres à l'intérieur pour les presser, pour travailler. On va essayer de la décrire. C'est 2 planches de bois qui sont reliées par des tiges filetées en bois, mais immenses, qui doivent faire 75 cm, 85 cm et un diamètre de 10 cm. On va évidemment prendre des photos, mais bon, ceux qui nous écoutent, ils voient rien. Et ces presses en bois, elles sont magnifiques, entièrement réalisées à la main, et c'est pareil, ça c'est difficile de retrouver ça. Alors là c'est pareil, on peut en trouver, mais ils vendent ça, c'est vendu hors de prix et pas toujours en très bon état déjà. Oui, parce que j'imagine que les gens ont envie de mettre ça dans leur salon, parce que c'est très joli. Sinon, nous, question matérielle, on n'a pas besoin tellement de matériel. Oui, sauf qu'il est très difficile à trouver. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des choses sur lesquelles j'espère que la notoriété du Craft Project, enfin la petite notoriété du Craft Project va pouvoir être utile. C'est si quelqu'un a des agates dans son atelier de son grand-père, qu'il sache à qui les offrir, à qui les transmettre, que Jean-Luc regarde un peu ce que ça vaut et comment ça peut être utilisé. Et ça vaut pour d'autres outils. Si vous avez des outils de vos grands-pères et de vos familles, faites-le nous savoir, qu'on fasse en sorte que les bons artisans puissent travailler avec ces outils-là avant de les mettre sur des brocantes. Voilà, bon, on sait jamais, j'essaye de dire ça. Très bien. Alors Guillaume, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de doreur sur tranche ? J'ai l'impression qu'il y a un truc avec la feuille d'or. Bah oui, déjà c'est très global. Je veux dire, quand on a une reliure, même une reliure ordinaire, juste une tête or sur une reliure ordinaire, un demi-cuir à coin ou à bande, c'est très joli, ça habille et puis ça donne un côté vraiment précieux. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a d'autres spécificités quand même. La dorure, c'est pas que de l'habillement, il y a aussi, comme le disait Jean-Luc, il y a aussi le côté très technique. Ça protège le livre
Une tête or, ça prend la poussière, mais la poussière elle rentre pas dans le bouquin. Un coup de pinceau et puis hop, c'est fini. Il y a plus de C'est poussière. pour ça d'ailleurs que les bibliophiles continuent à demander des dorures sur tranche et c'est pour ça que Louise a des clients pour cette technique-là. C'est qu'il y a un intérêt esthétique et technique et évidemment comme dans la plupart, enfin comme dans beaucoup des métiers d'art qu'on entend à ce micro, le principe c'est de faire des objets qui vont traverser les siècles. Et c'est le cas avec la dorure sur tranche. C'est le cas avec la dorure sur tranche. Une tranche dorée, ça résiste à tout. J'avais discuté avec un restaurateur qui me disait qu'il y a des gravures des fois qui sont dorées sur tranche, et même quand on les nettoie donc à grandes eaux, l'or, la dorure reste, alors que pourtant c'est du blanc d'œuf, un peu de bonne volonté et de la feuille d'or, quoi. Du blanc d'œuf. Oui. C'est ça votre collant, votre voilà, tout à mixture fait. Enfin, un blanc d'œuf mélangé avec de l'eau. Donc vraiment littéralement, on prend des œufs, oui. On prend du blanc. Ça fait une colle, hein, le blanc d'œuf mélangé à de l'eau. Avec un pinceau, on met un peu de blanc d'œuf sur le livre. Et après, on met directement la feuille. On attend combien de temps après le blanc d'œuf? On le met tout de suite. Tout de suite et on met tout de suite la feuille d'or. Voilà, on met la feuille d'or. Par contre, là, on attend un certain temps parce que... C'est-à-dire, on parle d'heures, de jours? Non, assez rapidement. Hein. Ça dépend déjà de ce que vous mettez comme blanc d'œuf. Ouais. Plus vous en mettez, plus il faudra attendre, bien sûr. Ça dépend de la température de la pièce. De la pièce, comme ici, il fait pas trop chaud. Ouais. Ça va. Donc voilà. Mais après, non, c'est quelques minutes. Donc ça va fixer la feuille dans un premier temps. En principe, quand vous travaillez, vous passez plusieurs presses, plusieurs livres à la fois, si bien que vous prenez, mettons, 4 ou 5 livres, vous les couchez, c'est l'action de mettre la feuille, vous couchez les livres les uns et après les autres, et après vous reprenez le premier, bien sûr, qui sera le plus sec, et là, vous faites adhérer la feuille en mettant un papier entre le livre et votre agate, et vous frottez. D'accord, jamais directement. Voilà. Pourquoi on ne fait pas directement? C'est parce que c'est encore trop frais. Pour vraiment fixer la feuille, vous frottez, ça va vous donner une dorure mate. Et après, ensuite, on prendra l'agate pour bonnir directement dessus. C'est ce qui donnera le brillant. Et c'est pour ça qu'il faut autant d'agates. Parce que déjà, il y a ces 2 étapes différentes qui vous demandent des agates différentes. Et ensuite, chaque forme de tranche va nous demander une forme d'agate différente. En fait, il y a en gros 2 sortes de formes d'agate. Celle qui a été arrondie pour les gouttières et les autres qui sont plus ou moins larges. Par exemple, celle-ci qui est allongée, ça sera une dent douce. Alors que les autres peuvent être plus agressives. Justement, pour faire briller, il faut que l'agate soit assez abrasive pour qu'elle fasse bien briller. Avant d'appliquer l'agate directement, on passera un chiffon enduit de cire, avec un peu de cire, pour pas que ça accroche. Et en effet, comme vous dites, c'est un matériel très simple. En réalité. Oui, sûr, oui. Et c'est le même depuis des siècles, depuis le XVIe siècle, quand cette technique a été inventée. Le livre, on ne peut pas le placer directement, il faut qu'on le gratte quand même déjà pour que l'état de surface soit très lisse, comme un miroir. Donc on gratte la tranche. Voilà, soit on a des grattoirs ou des râpes, ou tout simplement du papier de verre. Après, on finit avec un papier de verre très fin pour avoir justement un état de surface qui demande à être vraiment le plus lisse possible. Pour accueillir notre Sinon, ça ne va pas adhérer, ça va vous faire des brèches dans des petits endroits où l'or ne va pas prendre, finalement. D'accord. Mais c'est une catastrophe si ça marche pas, si vous faites pas bien votre boulot, parce que vous intervenez alors que le relieur a déjà travaillé. Oui, bien sûr. Vous avez une énorme responsabilité par rapport à l'objet, vous. C'est sûr que si on gratte de travers, par exemple, après, une fois que vous envoyez de la matière, on ne peut plus la rajouter, c'est sûr. Et par définition, quand on fait appel à vous sur un ouvrage, c'est un ouvrage rarissime et très précieux. Parce que des ouvrages qu'on fait relier avec ces techniques-là, en général, c'est des ouvrages de collection qui sont extrêmement rares. Donc vous avez des pièces... Vous êtes lecteur vous-même? Oui, quand même, oui. Vous vous intéressez? Il y a beaucoup de livres, finalement, que j'ai lus en feuilletant les auteurs que j'ai découverts, comme Echnoz, par exemple, que j'ai découverts en feuilletant les livres qu'on me donnait. Il y en a un qui vous a marqué en particulier? Vous pourriez nous citer Est-ce qu'il y en a un qui était particulièrement rare et précieux que vous avez Par contre, ce qui m'a toujours... c'est quand il y a des dédicaces, des choses comme ça. C'est sûr que vous voyez un bouquin qui a été dédicacé par Victor Hugo ou Mallarmé ou je sais pas, ou Jean Cocteau. C'est vrai que on sait que cette personne-là l'a eu entre les mains et c'est vrai que ça fait quelque chose, c'est sûr. C'est émouvant. Oui, il y a des bouquins absolument magnifiques avec des dessins qui sont faits spécialement pour le livre. Il y a des dessins originaux. Oui, ça c'est quelque chose, c'est sûr. Alors Guillaume, vous êtes relieur et vous resterez relieur. Est-ce que vous envisagez d'avoir une pratique pure de dorure sur tranche? Alors pure, uniquement de la dorure sur tranche, j'aimerais bien. Je pense que c'est juste pas possible d'un point de vue... D'en vivre. Voilà. C'est... Pour l'instant.
Oui, ça peut évoluer. Peut-être que le Craft Project doit nous permettre d'avoir une très grande notoriété. Je vous rappelle qu'il y a une fée clochette à la fin de ce podcast. Il y a une fée clochette. Alors, c'est vrai que de ce que je vois avec Jean-Luc, il y a des relieurs qui continuent à faire dorer. C'est bien, c'est super. On n'arrivera plus jamais à ce qu'on a connu, je pense, au 19e siècle ou même première moitié du 20e siècle, où c'était un bien de consommation courant, la reliure, et une reliure dorée sur tranche, juste une dorure ordinaire, c'était aussi un bien de consommation courant. Donc moi je suis très fier de l'apprendre et de pouvoir le proposer à des clients, en étant encore plus fier de dire on ne sous-traite pas ça, vous voyez, c'est fait à la maison. Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'on peut parler d'argent ? Ça coûte combien de faire dorer sur tranche un livre d'exception ? C'est variable suivant ce qu'on y fait. Je savais que vous alliez dire ça. C'est pas cher, j'ai des tarifs très légers. Non, disons que... Oui, mais vous êtes à la retraite et j'ai l'impression que vous le faites beaucoup, presque pour rendre service aux gens qui vous le demandent. Mais ce serait quoi le vrai prix que ça devrait coûter ? Parce que Guillaume, il va falloir qu'il fasse toute une carrière avec ça derrière. Hein. Il augmentera un petit peu les tarifs, effectivement. On fait plus 20% de base. Donner une idée, une échelle. C'est variable entre juste la chose la plus simple, qui serait une tête lisse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de dorures. La tranche lisse ou ce qu'on appelle sur témoin, c'est-à-dire avec des pages inégales. Ah oui. Toutes les pages ne sont pas égales. C'est-à-dire qu'il y en a des plus courtes et des plus longues, bien sûr. D'accord. Ce qui veut dire qu'on dort uniquement ces pages les plus longues, bien sûr. D'accord, je comprends. Pour faire ces travails-là, il faut faire un travail qui sera beaucoup plus long. Beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué et plus long qu'une tranche qui sera lisse. Il va falloir faire ce qu'on appelle un cartage avec des cartes de différentes largeurs suivant la largeur des témoins. Les témoins, c'est la différence entre la page la plus longue et la page la plus courte. D'accord. Donc il faut faire ce travail de remplissage. Après, ensuite, il faudra gratter l'ensemble du remplissage des pages, du papier, pour amener tout à niveau, en fait. Et obtenir quand même une surface lisse avec tout cet ensemble. Et après seulement on pourra dorer. Donc ça c'est un gros boulot. Dorer et après ensuite une fois terminé, enlever toutes les cartes qu'on a mis et vérifier que c'est correct. Parce que bien souvent ça peut être pas suffisamment gratté ou trop gratté. Enfin bref. Et alors là un truc comme ça coûte combien ? Là ça peut valoir si on fait les trois côtés, dans les 200 € à peu près. Oui, non mais c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, mais ça dépend du livre en fait. Si vous avez un devis pour une pleine reliure, je ne connais pas les tarifs de Louise, mais je sais que et sa signature et sa cote lui permettent. Louise, je sais pas si elle me pardonnera, mais je pense qu'elle en avait parlé dans ses podcasts, mais c'est rare qu'elle fasse une reliure à moins de 5 000 €. Mais ce qui est normal, puisque c'est un travail. Je pense, Pour un relieur qui n'a pas de cote, je prends ma patronne du 14e. Le tarif pour une pleine reliure de luxe, ce sera peut-être que 1000. D'accord. Donc on rajoute 200 €. Donc voilà, faut qu'il y ait la clientèle qui est derrière. Mais c'est pas énorme, mais ça fait la différence sur un devis. Bien sûr, par rapport à la valeur que ça apporte à l'objet. Je dis ça parce que du coup, je pense que ça peut intéresser des gens qui auraient imaginé que ce serait beaucoup plus cher et que ça facilite le travail de la fée clochette que d'expliquer que ce travail extraordinaire, que en commandant un ouvrage comme celui-là, on permet à un savoir-faire de perdurer et que ça représente pas non plus une somme colossale par rapport au prix global. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à expliquer. Il faut, effectivement, faut le dire. Donc voilà, Guillaume, l'idée, c'est de continuer votre pratique et de proposer dans votre futur atelier de reliure la dorure sur tranche. L'idée, c'est de monter votre propre atelier, c'est votre rêve ? Oui, pourquoi pas. En fait, j'ai pas de rêve très défini là-dessus, mais ça peut être une reprise d'atelier, ça peut être, monter un atelier de toutes pièces. Quoi qu'il en soit, ça sera beaucoup de travail, donc... Ça vous inquiète pas ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas très inquiet par l'avenir. Non, j'ai jamais été très inquiet de base, et puis... c'est du travail et j'ai la chance de faire un métier que j'aime. J'aime les livres, je travaille dedans, c'est super. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent dans des bureaux, qui traitent des dossiers et qui sûrement s'ennuient beaucoup tous les jours. Moi, je vais à l'atelier, je regarde des livres, je les couds, je les rogne, j'arrive chez Jean-Luc, je les dors. Donc ça, c'est quand même très agréable. Est-ce que vous arriverez à ne plus venir chez Jean-Luc à un moment ? J'espère bien. Ça voudra dire que c'est bon. Oui, mais est-ce que c'est jamais bon ? Il n'y a pas de raison. C'est déjà bien dès le départ. Ouais. Donc, c'est vrai.
Donc il n'y a pas de raison que ça aille pas. Mais c'est quand même tellement un cadeau d'avoir un guide. On a besoin d'un guide toute sa carrière d'artisan. Ça me fait penser à plusieurs podcasts qu'on a fait au Craft Project. Je pense à Gérard Descamps qui a perdu son maître trop tôt et qui en a beaucoup souffert. Et Pierre Salagnac qui aussi a rencontré un guide extraordinaire dans son métier de bronzier d'art qu'il a quitté trop tôt parce qu'il est mort. Et c'est quelque chose dont il a beaucoup souffert dans sa carrière d'artisan. Et c'est vrai que l'un comme l'autre disent d'ailleurs que quelque part ces guides-là continuent à les accompagner d'une certaine manière, mais que oui, c'est précieux d'avoir un guide. C'est très précieux. En fait, c'est aussi un regard, comme je n'en fais que depuis 2 ans, souvent je sors un bouquin de presse et je fais « Oh bah ça va, il est bien quoi ». Et puis il y a Jean-Luc qui passe derrière et qui fait « Non mais tu déconnes, là c'est quoi ce truc là, il y a une brèche, c'est énorme, là il faut ça, non non, mais en plus t'as cassé ta tranche, ça fait tout blanc, non non, ça tu le remets, tu le refais ». Ah bon d'accord, bon bah... On peut refaire ? On peut refaire, alors ça dépend sur quoi, sur des têtes lisses, bon bah ça pose pas de problème, on peut refaire presque à l'infini, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on enlève trop de papier, on enlève trop de papier. Sur des têtes sur témoins et sur des tranches sur témoins, c'est un peu plus compliqué. Bah si, ça peut se refaire, sauf que ça ferait beaucoup plus de travail, bien sûr. Parce que là, si vous avez un problème sur un des 3 côtés de la tranche, il faudra recommencer tout à zéro. Il faut réencarter, regratter, enfin, donc mais s'il faut, il faut. Bah oui, ça on a raté. Mais c'est possible, c'est possible. Alors j'ai parlé de Louise Bescon, mais j'en parle encore un peu parce que c'est la marraine de cette bourse, puisque d'abord c'est elle qui vous a identifié tous les deux. Donc c'est merveilleux parce que elle a identifié à la fois donc Jean-Luc, le maître, Guillaume, l'élève. Elle a attiré notre attention et puis elle va être la caution artistique et professionnelle de cet apprentissage, puisque en fait c'est une cliente, elle incarne la cliente. Et puis je crois que la façon dont vous en parlez tous les deux, vous admirez beaucoup son travail comme nous. On peut dire pourquoi c'est une relieuse aussi exceptionnelle, Louise, parce que je vois qu'elle est demandée, elle travaille dans le monde entier, elle a des ouvrages incroyables. Qu'est-ce qui fait d'elle une relieuse aussi exceptionnelle ? Bah, je crois qu'elle a eu aussi un maître exceptionnel, qui est René Auvernier, entre autres. Donc c'est sûr que... Et puis bon, bah, c'est pareil, elle a la passion du livre, Et c'est pareil d'ailleurs, elle est allée se former auprès du maître, sûr, oui. Exactement comme vous Guillaume, elle a fait la même chose. Elle a pris ses petites jambes, elle a tapé à la porte, elle a dit « apprenez-moi ». Et il a accepté. Mais vous comprenez cette réticence que peuvent avoir au début, en tout cas vous dites que vous êtes un peu ours. Vous pouvez nous l'expliquer ? Est-ce qu'il y a eu des transmissions qui n'ont pas marché, qui vous ont un peu déçu ? Est-ce que... Non, pas du tout. Non, c'est mon état général. Non, qui est comme ça, c'est tout. Non. Oui, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, 2-3 fois c'est arrivé que j'avais commencé à former des petits jeunes, même du temps de M. Coq, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Mais bon, je pense pas que ça venait spécialement de moi. C'est que soit ça leur avait pas plu vraiment, soit c'est le patron qui trouvait que ça allait pas assez vite, donc on a stoppé. Mais sinon... Il y a plein de choses en fait pour qu'une transmission marche bien. C'est ça, il y a un peu des choses qu'on a du mal à anticiper. Après, il faut aussi avoir de l'empathie avec les gens avec lesquels on travaille, bien sûr. Et si on peut pas s'entendre, ça peut pas fonctionner non plus. Oui, parce qu'on en passe du temps ensemble. Et puis voilà, puis il faut que ça plaise d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est une alchimie, la transmission. Oui, bien sûr. Et vous aimez ça au fond ? Oui, bien sûr. Oui. Ça m'a vraiment déçu de terminer sans avoir transmis à quelqu'un finalement. Parce que je me suis dit, mince, c'est vrai que si ça arrête là, c'est vraiment dommage, quoi. Après, il faut faire en sorte que ça puisse quand même continuer dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, ça puisse aussi, ce qui n'est pas encore gagné, mais... J'espère qu'on sera encore là pour Guillaume quand ce sera question que lui transmette. Et puis, alors justement, je voudrais juste en profiter pour dire qu'évidemment, il n'y a pas que nous. Heureusement, nous, on vient de naître, on est une petite fourmi dans les philanthropes des métiers d'art. Il y a le dispositif Maîtres d'art et leurs élèves que l'INMA pilote avec le ministère de la Culture et qui permet les transmissions entre des maîtres d'art et leurs élèves qui sont évidemment subventionnés, accompagnés. Il y a aussi le prix pour le perfectionnement au métier d'art de la ville de Paris qui permet d'accompagner ces transmissions-là. Mais je pense que voilà, il y en aura jamais assez et c'est important qu'on soit plusieurs à traiter ces sujets-là. Et justement, faites-nous signe, vous qui nous écoutez, si vous avez identifié des métiers qui peuvent avoir besoin de soutien. Si c'est des métiers de maîtres d'art, ils sont certainement déjà pris en charge par le dispositif Maîtres d'art et leurs élèves. Mais si c'est pas le cas, que ce soit le prix perfectionnement vers lequel on sera ravis de renvoyer pour un dossier de candidature ou vers nous, on est là et on a envie d'accompagner d'autres
d'autres métiers et de trouver des partenaires pour continuer à accompagner comme on le fait pour vous. Alors c'est le moment de vous dire que je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous ? On va commencer par Jean-Luc avec sa baguette magique. Pour moi, pas grand-chose, c'est plutôt pour Guillaume. Ce qu'il faudrait, c'est que ça puisse continuer, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait de la demande. La demande, elle vient essentiellement quand même c'est quand même les relieurs qui font la pluie et le beau temps. En ce qui concerne, il y en a qui systématiquement refusent la dorure, il y en a d'autres qui, au contraire, comme Louise, systématiquement demandent les tranches dorées. Il faudrait effectivement qu'on soit plus connu en fait, je pense, parce que même parmi les relieurs, il y en a beaucoup qui pensent que ça n'existe plus. Mais oui, bien sûr. Alors c'est vrai que, en ce qui me concerne, je ne fais pas trop de publicité, mais je fais confiance à Guillaume pour se faire connaître, et c'est ça le plus important, je crois. S'il veut continuer, pouvoir faire perdurer le métier, c'est que la petite fée lui envoie quelques clients en plus pour qu'il ait du travail, quoi, et qu'il puisse continuer indéfiniment, et qu'il puisse lui après transmettre à nouveau. Bien sûr. Guillaume, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous, la fée des métiers d'art ? Ça serait bien si elle peut juste souffler à l'oreille des relieurs. La dorure sur tranche, c'est magnifique. La dorure sur tranche, c'est magnifique. Il y a beaucoup de relieurs qui voient ça d'un œil très vieillot, quoi. Non, mais on va pas faire dorure sur tranche, quoi. C'est vieux, c'est moche. Non, je vous assure, c'est magnifique. Ça brille et puis ça habille. Enfin, c'est vraiment... Voilà, si cette fée des métiers d'art veut bien souffler cette petite phrase aux relieurs, ce serait trop bien. On va lui demander. Mais voilà, en effet, et surtout, la fée des métiers d'art, c'est une association en vrai. C'est pas une personne, c'est une association avec des bénévoles, avec des professionnels, avec plein d'adhérents, avec une grande communauté. Donc je pense que vous venez de lui souffler cette petite phrase et qu'elle va évidemment la répéter. Et bien merci à tous les deux, bravo pour ce beau parcours de transmission qu'on va évidemment continuer à accompagner. Là, on se rencontre avec joie, mais c'est un chemin qui ne fait que commencer. On va vous accompagner, on veut connaître la suite, on veut continuer à manger les petits gâteaux de Jean-Luc et on veut suivre Guillaume quand il va s'installer dans son premier atelier ou reprendre un atelier qui existe. Et voilà, c'est une aventure qu'on va suivre avec bonheur. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.